Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche, e-radio, e-TV. Nous avons le plaisir de recevoir Mamour Fall, expert comptable. Bonjour Mamour. Bonjour Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir. Vous êtes président et cofondateur du cabinet Garrigou, Fall et Guèye, président honoraire de l'Ordre national des experts comptables que vous avez dirigé de 2009 à 2016. Vous avez également été, ou vous l'êtes encore, président honoraire de la Fédération internationale des experts comptables francophones. Membre fondateur et secrétaire permanent de l'Institut sénégalais des administrateurs ISA en partenariat avec l'IFA en France, qui a fait adopter un code de gouvernance des entreprises par le gouvernement du Sénégal en 2012. Président par 2 fois de la commission chargée de la réforme du Code général des impôts en 1995 pour le GRCC et en 2002 pour la primature. GRCC? Groupe de réflexion sur la compétitivité et la croissance. Co-chef de délégation du secteur privé, CNP-CNES, pour la concertation DGID secteur privé de 1995 à 2015. Mais Mamour Fall, nous vous invitons surtout en votre qualité de coordonnateur du comité d'urgence Covid-19 du Club des investisseurs du Sénégal dont vous êtes membre. Pour rappel, le CIS est présidé par Babacar Ngom de Sedima. Alors, 2 ordonnances importantes prises par le chef de l'État que vous avez analysées au niveau du Club des investisseurs. La première, c'est l'ordonnance qui interdit tout licenciement pendant cette période sauf faute lourde. Vous aviez émis des réserves. Le chef de l'État vient de sortir une autre ordonnance, la deuxième, numéro 2/2020, relative aux mesures fiscales en soutien aux entreprises dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Mais nous allons en reparler. Pour l'instant, cela fait 2 mois que nous vivons cette pandémie du coronavirus. Le Sénégal est impacté. Fait notable dans le bulletin du jour du ministère de la Santé, c'est que le nombre de malades sous traitement a encore pris le dessus, si on peut le dire comme ça, sur le nombre de guéris. Alors, comment cette situation de crise sanitaire, mais aussi de crise économique et sociale, est analysée au niveau du Club des investisseurs du Sénégal? Merci beaucoup Mamoudou. Je pense que cette crise a une particularité, c'est d'être totalement invasive et imprévisible. Et malheureusement, au point de vue économique, c'est un véritable désastre. Parce que lorsque l'entreprise ne peut plus fonctionner, lorsque les activités économiques ne peuvent plus tourner, il n'y a plus de création de richesse dans un pays. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement difficile, surtout pour un pays comme le nôtre qui cherche à aller sur la voie de l'émergence. Il n'est pas du tout possible de rester sans activité. L'économie sénégalaise est sinistrée, le secteur privé sénégalais est sinistré aujourd'hui? Commence à l'être. On ne peut pas mesurer encore l'étendue des dégâts. Quand on est dans un champ comme celui-là, ou dans un champ de crise aussi grave, on ne peut pas mesurer l'étendue des dégâts, l'ampleur des dégâts. On ne peut le faire qu'au fur et à mesure. Je vois que le gouvernement avait parlé au départ de secteurs directement impactés. Le seul problème, c'est que ce concept lui-même est difficile parce que dire le tourisme, oui, ça se voit, c'est immédiat. Les avions sont arrêtés, les hôtels sont fermés, les restaurants sont également fermés. Mais il y a d'autres secteurs où l'affaire est beaucoup plus pernicieuse parce que les mesures de fermeture, les baisses d'activité se font de manière très progressive et dans certains cas, carrément, de manière très brutale. On dit, par exemple, dans le secteur du BTP, arrêter le chantier. Quand on dit à un chef d'entreprise arrêter le chantier, ça veut dire qu'il n'y a plus de décompte possible. Le personnel est démobilisé, le chantier est purement et simplement fermé. Et donc, il n'y a plus de possibilité pour ces entreprises-là de faire face et de faire tourner leur machine économique. Il me semble que le CIS avait déchiré la première ordonnance du président de la République interdisant les licenciements pendant cette période. Voilà qu'il vient de prendre une deuxième ordonnance relative aux mesures fiscales en soutien aux entreprises dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Est-ce que cela veut dire que le président de la République
vous a entendu, vous, investisseurs sénégalais? Alors, d'abord, une première précision. Ni le CIS en tant qu'institution, ni aucun membre du CIS n'aurait osé déchirer une ordonnance, surtout venant de l'autorité suprême de notre pays. Entre griffes. Nous sommes des républicains, nous sommes respectueux de nos institutions. Nous avons beaucoup apprécié la célérité avec laquelle l'État du Sénégal a pris les premières mesures de sauvegarde. La première ordonnance, c'était pas controversé, c'était plutôt son caractère fort qui dit interdiction totale de licenciement. Pour une entreprise, forcément, ça crée un choc parce que dès lors qu'il n'y a plus de possibilité d'activité, qu'est-ce que vous faites avec les salariés qui sont chez vous? Mais en réalité, l'ordonnance ne comportait pas que cela. Oui. L'ordonnance dit interdiction de licenciement, mais l'ordonnance dit que vous avez la possibilité d'utiliser toutes les mesures sociales qui sont prévues dans le dispositif du droit du travail en relation avec les partenaires sociaux. Notamment, vous avez la possibilité de demander aux salariés de prendre des congés payés, puisque les congés payés sont un droit imprescriptible des salariés. Par conséquent, la période pendant laquelle ils vont être mis à l'arrêt serait considérée comme une période de congés payés. Ça, c'est une alternative possible et c'est dans l'ordonnance. Il y a une autre alternative que l'ordonnance n'a pas supprimée, c'est de dire au contraire que les mesures de mise en chômage technique, lorsque vous n'avez plus du tout de possibilité de supporter les charges et de garder les employés, vous pouvez vous mettre en mesure de chômage technique. Ça également, c'est une mesure complètement encadrée avec l'inspection du travail et ils ont même prévu dans le dispositif de recourir à une attestation de l'inspection du travail et également une attestation de la Direction générale des impôts. Donc si on s'entend bien, rien n'a fondamentalement changé pour la première ordonnance. Jusqu'à présent, il est interdit de procéder à des licenciements. Qu'est-ce qui change maintenant avec la deuxième ordonnance prise ce week-end par le chef de l'État? Alors, la deuxième ordonnance prise ce week-end, pour nous, apporte quelque chose que nous avons même demandé dans les propositions que nous avons faites à l'État, c'est de dire, dans les mesures alternatives au licenciement, sont par exemple la mise en chômage technique. L'État demande à ce que les salaires ne soient pas inférieurs, les salaires payés au personnel pendant cette période de chômage technique ne soient pas inférieurs, ne puissent pas être inférieurs à 70%. Notre demande était la suivante: puisque ce salaire est dans une période de crise, il ne faudrait pas que l'État demande le paiement de l'impôt qui est assis sur ces salaires-là, ce qu'on appelle les retenues à la source sur les impôts dus par les salariés. Cette deuxième ordonnance, justement, donne droit à cette demande. C'est-à-dire que l'État accepte de renoncer, et l'appelle même subvention, accepte de renoncer au paiement des impôts dus sur les salaires. En clair, une entreprise qui se met en situation de chômage technique et qui verse 70, 75, 80% du salaire à ses employés n'aura pas à payer l'impôt dû par les salariés à ce titre-là. L'État lui en fait une subvention. Alors, donc, ce qui est une mesure positive. Si vous permettez, avant de poursuivre votre développement, un passage de cette ordonnance, le président de la République, ordonne, article 1er, il est inséré respectivement après les articles 185, 634 et 706 du Code général des impôts, les articles 185 bis, 634 bis, 634 ter et 706 bis, rédigés comme suit. Je cite l'article 185 bis. Par exception aux dispositions de l'article 185, il est alloué aux personnes physiques et aux personnes morales dont l'activité est directement impactée par la crise liée à la pandémie du Covid-19 une subvention directe correspondant au montant des retenues d'impôts et taxes exigibles sur les traitements et salaires dus à compter du mois de mars 2020 jusqu'au mois coïncidant avec la fin de validité de la loi d'habilitation numéro 2020-13 du 2 avril 2020. Oui, absolument. Je vous laisse poursuivre. Absolument. C'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer. C'est que cette ordonnance donne vraiment un ballon d'oxygène pour des entreprises
qui pouvaient être en difficulté dans le cadre d'une mesure de chômage technique, de devoir payer une partie du salaire, même si c'est 70%, c'est beaucoup, mais en plus de supporter l'impôt correspondant à ce salaire-là. Donc ça, c'est une mesure que nous estimons positive. Oui. Par contre, dans le même texte, heureusement d'ailleurs, on renvoie la définition de la notion, du concept de secteur directement impacté. Oui. À une ordonnance, enfin à un arrêté qui doit être pris par le ministre des Finances et du Budget. C'est ça. Nous espérons véritablement que le ministre des Finances et du Budget aura une concertation avec des acteurs économiques dans le cadre de la définition de ces secteurs directement impactés. Parce que ce qui était cité jusqu'à présent n'est plus du tout d'actualité. Effectivement, il y a des secteurs visibles, directs, parce que c'était immédiat, conséquence immédiate de la crise. Oui. Par contre, il y a des secteurs qui commencent à rentrer sous l'impact de la pandémie. Par conséquent, Par conséquent, il faudra être beaucoup plus large dans la définition des activités directement impactées. Vous me permettez de poursuivre maintenant l'article 634 bis. Les échéances pour la déclaration et le paiement des impôts et taxes dus au titre de la période allant de mars à mai 2020 par les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 100 millions de francs sont prorogées jusqu'au 15 juillet 2020. Les dispositions de l'alinéa 2 précédent du présent article sont étendues aux entreprises évoluant dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, du transport, de l'éducation, de la culture, de la presse et de l'agriculture directement impactées par la crise liée à la pandémie. Est-ce que cela vous satisfait? Alors, en partie, parce que déjà la notion, le champ s'est élargi. Au départ, on ne parlait pas de certains secteurs, notamment l'enseignement. Ça a été ajouté. Donc, ce qui veut dire comme que le transport. Exactement. De manière progressive, l'État prend en compte les réalités du terrain et l'ampleur même. Et l'ampleur même, crise. Exactement, de la crise. Ça, c'est vrai. Et donc, de ce point de vue-là, ça permet, au fur et à mesure, d'avoir un champ beaucoup plus précis. Mais demander à des entreprises impactées par la situation actuelle de la pandémie de continuer à respecter les échéances fiscales, ça aurait été désastreux. Donc par conséquent, c'est une mesure que nous saluons, c'est une très très bonne décision qui était déjà annoncée dans les mesures initiales et qui également maintenant devient beaucoup plus précise avec la prise de ces ordonnances. Il y a quand même des exceptions. Là déjà on parle d'entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 100 millions. Mais c'est élargi par le deuxième article qui dit... Oui, bien sûr, par le deuxième article. Voilà. Donc ça règle le problème? Absolument, absolument. Parce qu'avant, c'était limité au secteur, aux activités à moins de 100 millions. Maintenant, on élargit également la possibilité d'en bénéficier aux entreprises qui sont directement impactées. C'est pour ça que la notion de directement impacté doit pouvoir être revue et le ministre doit avoir une... vision assez ouverte pour nous permettre de lui faire part de secteurs d'activité qui ont commencé à être sinistrés par la pandémie. Comme quoi, par exemple, pour être précis? Je donne l'exemple souvent du bâtiment et du travaux publics. Le secteur des bâtiments et travaux publics, aujourd'hui, aucun donneur d'ordre n'accepte que son chantier reste en activité dès lors qu'il y a la crise sanitaire. Parce que personne ne peut prendre le risque de réputation sur son institution de maintenir un chantier dans lequel demain on va dire la pandémie s'est développée à l'intérieur du chantier. Voilà une motivation. Et c'est dans ces cas-là, l'entreprise se retrouve du jour au lendemain avec un arrêt total de toute activité. Il n'y a plus de chantier. Le personnel est replié. Qu'est-ce que vous en faites? C'est une très grande difficulté. Dans le secteur de la pêche également, où j'ai quelques informations, il semble que les volumes d'exportation commencent à baisser. Bien sûr, les prises en mer pour la pêche artisanale, c'est quasiment impossible parce qu'une pirogue que vous affrétez, que vous armez pour aller en mer faire de la pêche, c'est beaucoup de monde. La distanciation sociale n'est pas possible. Par conséquent, là également, il faut craindre qu'il y ait de très grandes difficultés dans ces secteurs-là, aussi bien la pêche artisanale que la